Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, nous sommes ravis, de vous accueillir pour cette première édition de la Business Week. C'est notre deuxième webinaire aujourd'hui. Il y en aura encore, plein cette semaine. Voilà, une semaine pour se former, innover, investir et anticiper. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous entendez bien, si tout va bien pour vous. Voilà, nous manifester votre présence. Si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment les poser tout au long de la présentation. Nous aurons également un temps dédié aux questions et aux réponses à la fin de cette présentation. Voilà, pour animer ces webinaires et répondre à vos questions, nous avons la chance d'avoir avec nous Muriel Saurin, Vincent Votte, Annabella Pereira de la société GKGRI, ainsi que Monsieur Demascuro de la société Terrafine. Et puis, sans plus attendre, je vais leur donner la parole pour répondre à la question d'aujourd'hui. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, on va effectivement intervenir aujourd'hui sur les GFF et GFA et les intérêts de chacun. Donc, on va commencer la présentation par expliquer qu'est-ce que c'est un GFA. Donc, un GFA, c'est un groupement foncier agricole. C'est une société civile particulière. Pourquoi particulière? Parce qu'elle est à la fois régie par les dispositions du Code civil, donc aux articles 1845 et suivants, mais également par les dispositions du Code rural et de la pêche maritime. Donc, un GFA, ça a plusieurs objectifs. Premièrement, ça permet la conservation des exploitations agricoles. Ça permet d'avoir une unité foncière, de permettre la transmission des exploitations, mais ça facilite également la gestion des exploitations en donnant les terres à bail. Donc on a deux formes de GFA. On a premièrement un GFA exploitant, c'est-à-dire que comme dans une autre forme sociétaire, les terrains agricoles, ils sont directement exploités par les associés du GFA. De l'autre côté, on a le GFA non exploitant, c'est-à-dire que les terrains agricoles, ils sont donnés en location. Donc le GFA exploitant, c'est-à-dire le GFA où les associés exploitent directement les terres, ça ne correspond pas vraiment à la vocation première du GFA, puisque tous les avantages fiscaux sont réservés aux GFA qui louent les terres par un bail rural à long terme. Donc c'est pour ça que dans cette présentation, on va plutôt parler du GFA non exploitant. Ensuite, donc dans un GFA, il faut un capital social, comme dans une autre forme sociétaire. Il n'y a pas de minimum ou maximum pour le capital social. Par contre, lorsqu'on fait un apport en immobilier dans le GFA, le capital social, il ne peut pas être supérieur à 30 fois le seuil de superficie minimale d'assujettissement dans le cadre d'un GFA entre tiers. Puisque dans les GFA familiaux, il n'y a pas de limite. On peut avoir un capital social à n'importe quel montant. Le type d'apport, il peut être soit liquide, donc ces apports en numéraire, soit en capital immobilier ou en droit immobilier à vocation agricole. Donc je fais un rappel pour les apports en industrie, mais on va pas développer le sujet. Donc ils sont possibles. Les apports en industrie, c'est le savoir-faire, par exemple, c'est la notoriété, mais ça rentre pas dans le capital social. Donc dans les apports immobiliers du GFA, évidemment, il faut apporter des immeubles qui ont une destination agricole, c'est-à-dire soit des terres qui sont affectées à la production, des bâtiments nécessaires à l'exploitation, mais également on peut apporter l'habitation de l'exploitant. Dès lors, il n'est pas possible d'apporter un immeuble qui est non agricole ou encore sa résidence secondaire. Pour les biens mobiliers, ils sont exclus, sauf quand on les rattache à l'exploitation. Ça peut être le cas, par exemple, d'un cheptel dans le cas d'un élevage, ou ça peut être du matériel qu'on peut rattacher également à l'exploitation. Quand je dis également qu'on peut apporter des droits immobiliers à destination agricole, c'est quand on a des droits indivis ou démembrés sur une propriété. Donc si par exemple le bien immobilier à destination agricole, il est démembré, c'est-à-dire qu'il y a un usufruit et une nue propriété sur le bien, il pourra être apporté au GFA avec à la fois l'accord de l'usufruitier et l'accord du nu propriétaire. Dans le même cas, si le bien il est indivis, on peut l'apporter au GFA avec l'accord de tous les indivisaires. Enfin, un élément important, c'est que quand on apporte un bien immobilier à un GFA, on échappe au droit de préemption de la SAFER. Et on échappe au droit de préemption de la SAFER si on est dans le cadre d'un GFA familial. Ensuite, qui peut s'associer dans un GFA? Donc on peut avoir des personnes physiques, qu'elles soient majeures ou mineures, donc on peut avoir ses enfants mineurs dans le GFA,
Mais il peut y avoir également des personnes morales. Donc dans les personnes morales, on ne peut pas avoir toutes les personnes morales. Ça peut être la SAFER, des compagnies d'assurance, des coopératives ou des sociétés d'intérêt collectif agricole. Ce qui est bon à savoir, c'est que si la SAFER, elle est associée du GFA, elle peut participer à la direction du GFA, donc avec les gérants du GFA. Mais dans tous les cas, la SAFER, elle ne peut être associée que pendant 5 ans. Donc au bout des 5 ans, elle ne pourra plus diriger le GFA. Par contre, les autres personnes morales, elles n'ont pas de durée de vie dans la société, donc elles peuvent rester associées autant de temps que la société dure, mais elles ne peuvent pas participer à la direction du GFA. Il faut minimum 2 associés. Et pour rappel également, le GFA, c'est une société civile. Donc ça veut dire que les associés, sont responsables indéfiniment des dettes de la société. Donc leur patrimoine personnel peut être engagé si la société ne peut pas payer ses dettes. En ce qui concerne les décisions collectives des associés de GFA, donc on a un droit de vote qui est proportionnel au capital social. Mais statutairement, on peut décider autre chose. C'est-à-dire qu'on peut décider qu'un homme égale une voix, comme ce qui est fait dans les GAEC. Enfin, s'il y a des personnes morales dans le groupement, les associés qui sont personnes physiques, ils ont un droit de vote double. Et pour prendre les décisions collectives, c'est les statuts qui fixent les règles de majorité. Donc on peut avoir une majorité simple, une majorité aux 2/3 ou l'unanimité pour adopter les décisions. Ensuite, donc le GFA, il a une fin de vie. Mais lorsqu'un, par exemple, un associé décède, la société, elle n'est pas dissoute de plein droit. Elle va continuer avec les autres membres ou les héritiers ayant droit de l'associé. Par contre, si on avait mis une clause d'agrément dans le GFA, les parts, elles ne sont pas directement transmises aux héritiers ou aux ayants droit. Il faut que les associés survivants agréent les héritiers ou ayants droit pour qu'ils deviennent associés du GFA. Ensuite, il n'y a pas d'existence minimum de vie pour un GFA, mais par contre, c'est 99 ans maximum. Et là, il y a une spécificité pour le GFA, c'est-à-dire que s'il y a un bail en cours avec le GFA, le groupement, il est prorogé de plein droit jusqu'à la fin du bail. C'est-à-dire que si on a le GFA prend fin dans 6 mois, mais que le bail prend fin, lui, dans 1 an, la société est prorogée jusqu'à dans 1 an. Toutefois, si un associé n'est pas d'accord avec cette prorogation, il peut le dire et il peut s'y opposer. Merci Annabella pour cette présentation. On va maintenant partir sur un aspect transmission et imposition. Donc le GFA, c'est un excellent outil de transmission qui permet notamment d'éviter l'attribution préférentielle dans le cadre d'un décès. En apportant les terres au GFA et dans lequel les enfants sont associés, ça permettra d'éviter effectivement l'attribution à certains cohéritiers et donc le paiement d'une soulte par les autres. Alors, en ce qui concerne la constitution, vous avez 2 cas de figure. Dans le cadre d'un GFA à l'impôt sur le revenu, les apports sont exonérés de droits d'enregistrement. Ce qui n'est pas le cas dans un GFA ayant opté à l'impôt sur les sociétés et sur lequel, effectivement, on supporte les droits d'enregistrement au taux des droits de mutation, donc au taux de 5%. Dans le cas d'apport d'immeubles à titre onéreux, donc c'est-à-dire avec l'apport d'un passif, vous apportez un actif, mais sur lequel il y a un emprunt. En principe, le montant est dans ce cas-là soumis au droit de vente d'immeubles, mais c'est sans aucune application dans le cadre d'un GFA parce qu'on est dans un cadre d'une société particulière. Cession de parts des années après. Qu'est-ce qui se passe en matière de droit d'enregistrement? Donc pour les GFA qui sont constitués depuis plus de 3 ans, c'est le droit fixe de 125 € qui va s'appliquer, peu importe le montant ou la valeur de la part. Et pour les GFA qui sont constitués depuis moins de 3 ans, le droit d'enregistrement sera de 5%
sur le montant de la valeur de la cession de part. C'est aussi donc le GFA est aussi un excellent outil en termes de droit de mutation. Donc la transmission à titre gratuit des parts de GFA entre vifs ou par décès bénéficie d'une exonération des droits de mutation qui correspond au tableau ci-dessous. Alors, il y a à gauche la durée d'engagement de durée de conservation minimum par le nouveau propriétaire des parts dans lequel il veut s'engager, où il s'engage sur 5 ans. Et à ce moment-là, jusqu'à 300 000 euros, il y a donc un abattement de 75% de la valeur qui va s'appliquer. Au-delà de 300 000 jusqu'à 500 000, l'abattement sera de 50%. Si par contre la personne est d'accord de s'engager pour une période de 10 ans, à ce moment-là, l'abattement de 75% ne se limite pas aux 300 premiers 1000 euros, mais ira jusqu'à 500 000. Et l'abattement de 50% sera appliqué sur la partie supérieure à 500 000 euros. Ceci ne fonctionne que si les conditions suivantes sont respectées. Il faut, comme Madame Pereira vous l'a déjà indiqué tout à l'heure, les avantages fiscaux sont essentiellement axés sur un GFA buyer, donc un GFA loueur. Donc il faut déjà qu'effectivement les parts du GFA soient bien des parts de GFA loueur. Le donataire ou le défunt doit avoir détenu les parts transmises depuis plus de 2 ans, sauf si les parts découlent d'apports immobiliers. Le bail, ça c'est une condition essentielle, le bail doit être un bail rural à long terme ou un bail cessible, mais un bail cessible est un bail à long terme. Les parts transmises doivent être donc conservées, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, soit un engagement sur 5 ans minimum, soit la personne qui reçoit les parts est prête à s'engager sur une conservation de 10 ans, et dans ce cadre-là, il aura effectivement un avantage fiscal plus important. L'option est à formuler au moment de la transmission des parts. Alors, pour bénéficier de cette exonération partielle, je vous le rappelle, ou 50 ou 75%, il faut que le GFA loue le fonds agricole par bail rural à long terme ou un bail cessible. La définition du bail à long terme, c'est l'article L416-1 du Code rural, donc d'une durée minimale de 18 ans et qui sera automatiquement renouvelé par période de 9 ans. Le bail cessible hors cadre familial, c'est l'article L418-1 du Code rural, donc c'est une durée également de 18 ans. Dans ce type de bail, le loyer peut être majoré de 50%, c'est pas doit, c'est peu. Et le bailleur a aussi la possibilité de s'opposer au renouvellement du bail. C'est quand même assez rare d'avoir ce type de bail. On en rencontre un petit peu, mais en général, on est plutôt dans le cadre d'un bail rural à long terme classique. C'est aussi un outil dans le cadre de démembrement. Le démembrement de propriété, c'est vraiment un outil de transmission. Donc les parents peuvent donner soit la nue propriété ou la pleine propriété, mais si c'est une pleine propriété, on n'est plus dans un démembrement. Donc les parents peuvent donner la nue propriété à leurs enfants tout en conservant l'usufruit, c'est-à-dire le fermage. Fiscalement, la donation en nue propriété permet de ne payer les droits de donation que sur la valeur de la nue propriété qui est transmise. Et donc la valeur de la nue propriété dépendra de l'âge du donateur. En fait, plus vous êtes jeune, plus la valeur de l'usufruit est importante, et donc par différence, la nue propriété est plus faible. Donc quand on est dans
la période de 31 à 40 ans de sa vie, la valeur de l'usufruit est de 70%, avec une nue propriété donc de 30. Dans la tranche de 41 à 50, on baisse de 10%, on augmente de 10 pour le nu propriétaire, ainsi de suite. Donc, quand on arrive à la période de son âge de 71 à 80 ans, la valeur de l'usufruit ne sera plus que de 30%. Et quand on donne les parts à ce moment-là, la valeur de la nue propriété est de 70%. On va prendre deux exemples pour vous illustrer ces tableaux. Un petit rappel d'abord. Chaque parent peut donner donc jusqu'à 100 000 euros à chacun de ses enfants tous les 15 ans sans qu'il y ait des droits à payer. Exemple de donation, donc avec un démembrement dans un GFA dont les biens ruraux sont loués, bien entendu, et bien entendu aussi par bail à long terme. Monsieur Dupont, appelons-le ainsi, il a 62 ans. Il fait une donation de la nue propriété des parts de GFA à ses deux enfants. Donc les parts sont évaluées à 900 000 euros. Il bénéficie, compte tenu de son âge, d'un abattement de 40%, pardon. Donc 60% retenu en nue propriété, soit 540 000. Donc il donne 270 000 pour chacun des enfants. C'est après coup que sur cette valeur-là, on va abattre. Donc avec l'abattement de 75% relatif au bail à long terme, on se retrouve donc à 135 000, soit 67 500 pour chacun des enfants. Comme chacun des parents a le droit de donner 100 000, ce qui veut dire que dans le cadre de ces donations, en réalité, il va donner fiscalement que 32 500 euros à chacun des enfants, et il aura donc encore, non, il va donner 67 500 et il restera 32 500 pour une donation ultérieure s'il le souhaite. Donc dans cet exemple-là, il y a 67 500 pour chacun des enfants, il n'y a pas de droits qui vont s'appliquer. Un deuxième exemple pour bien illustrer. Monsieur Dupont, toujours à 62 ans, il fait une donation de la nue propriété des parts à ses deux enfants. Les parts sont évaluées ce coup-ci à 1,5 million, 60% de retenue dans le cadre de la nue propriété, soit 900 000 euros, donc 450 000 pour chaque enfant. Avec l'abattement relatif au GFA, conservation des terres, on prend cet exemple-là, conservation des titres de 5 ans et non pas des terres, pardon. On se retrouve donc à 300 000 enfants, soit 150 000 euros pour chacun des enfants. Monsieur Dupont a donc donné plus que les 100 000 qu'il peut donner sans payer de droits. Et quand on fait les calculs en appliquant les différents barèmes, on sera sur à peu près 8 200 euros de droits à payer par enfant. Précision, en cas de décès de l'usufruit, le nu propriétaire récupère la pleine propriété des parts sans payer à ce moment-là aucun droit de succession. Et enfin, si le décès malheureusement intervenait avant le délai de 15 ans, cette donation par contre sera rappelée dans la succession. Alors, on va maintenant passer à la fiscalité des revenus du GFA. Donc, comme on vous a dit tout à l'heure, un GFA, il peut soit être bailleur, soit être exploitant. Alors, un GFA bailleur, donc, il donne à bail des biens, donc à un exploitant. Alors que le GFA exploitant, lui, il exploite en direct, c'est une vraie exploitation, mais sous forme de GFA, comme il pourrait être sous forme d'une ERL, d'une SEA, etc. Dans le cas du GFA bailleur, nos revenus, donc on va les déclarer en revenus fonciers. Donc, comme de la location de maison nue, on va faire exactement la même chose. Il va être soumis à l'impôt sur le revenu, donc au barème progressif, et aux prélèvements sociaux, donc CSG, CRDS. Dans le cas du GFA exploitant, là, comme toute autre société agricole, on va avoir des bénéfices agricoles que l'on va soumettre à l'impôt sur le revenu et donc aux cotisations sociales MSA. Sauf bien sûr si ce GFA exploitant avait opté à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas-là, effectivement, c'est là le GFA en lui-même qui va déclarer son propre revenu, comme toute société, à l'impôt sur les sociétés.
Maintenant, on va aussi parler de l'IFI, parce que l'intérêt aussi du GFA, c'est aussi de diminuer les droits d'IFI. Donc l'IFI, vous savez que c'est l'impôt sur la fortune immobilière. On peut en avoir une exo totale ou partielle. Alors, quand est-ce qu'on aura une exo totale d'IFI pour un GFA? Donc pour ça, il faut qu'on soit dans le cadre d'un bail à long terme qui soit consenti soit au détenteur du part de GFA, c'est-à-dire que la personne donc exploite des terres, mais au lieu de les acheter soit par la société d'exploitation, soit à titre privé, elle achète ces terres dans un GFA et le GFA fait un bail à long terme, soit à la personne physique qui exploite, qui est la même personne, soit à la société, mais il faut que du coup, mon détenteur de part soit aussi associé dans la société ou les membres de son groupement familial et que de toute façon, ce soit aussi son activité principale dans cette structure. Donc, ça peut être aussi dans une société, par exemple, qui est exploitée par son conjoint, ses descendants, etc. Mais il faut vraiment que ça reste dans le groupe familial et avec une activité principale de la personne. Faut aussi que le GFA y réunisse les conditions de l'article 793.1.4 du CGI, c'est-à-dire les mêmes qu'on a vu tout à l'heure pour l'exonération de droits de succession, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la gestion durable et qu'on ait une détention des parts de plus de 2 ans au 1er janvier de l'année d'imposition de l'IFI. Donc on ne peut pas exonérer tout de suite, mais uniquement effectivement au bout des 2 ans. Et les parts, elles doivent être représentatives d'apports constitués par des immeubles. Madame Perra, tout à l'heure, vous a expliqué qu'il y avait 2 modes de constitution d'un GFA. Soit on constitue un GFA avec un apport en numéraire, ou on fait un GFA avec des apports en nature, soit des immeubles. Donc là, effectivement, il faut vraiment que les parts soient constituées d'immeubles pour qu'on puisse bénéficier de ces exonérations totales. Quand on n'arrive pas à avoir l'exonération d'IFI totale, on peut avoir l'exonération partielle. Donc là, il doit avoir, comme tout à l'heure, les mêmes conditions donc, du 793.1.4 et être constitué de plus de 2 ans. Il faut que les biens y soient loués pour plus de 18 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il nous faut un bail à long terme, comme on avait vu tout à l'heure avec M. Vogt. Le bail, il ne prive pas les descendants majeurs du preneur au maintien du bail. C'est-à-dire qu'il faut que ce bail, alors c'est le cas dans le cas du bail de 18 ans, il soit effectivement, il peut être transmis entre guillemets de père en fils ou en descendance en tout cas aux enfants. Et on va aussi retrouver dans ce cas d'exo partiel lorsque l'activité du preneur n'est pas exercée à titre principal. Si par exemple la personne a acheté des terres dans le cadre d'un GFA, les exploite elle-même par le biais d'un bail, mais c'est une activité secondaire, il n'aura pas l'exonération d'IFI totale, mais du coup il pourra quand même bénéficier de l'exonération partielle. Et du coup, dans le cadre de l'exonération partielle, on aura du coup un abattement de 75%. Donc, on sera taxé que sur un quart de la valeur, donc jusqu'à 101 897 €. Pardon. Voilà. Donc, pour bénéficier de l'exonération d'IFI, effectivement, il y a un cadre à respecter, 2 ans effectivement, et un bail rural de toute façon à long terme qui est nécessaire dans tous les cas. On va maintenant vous présenter donc le groupement foncier forestier, qui est un autre type de groupement. Alors, le GFF, c'est quoi? Donc, c'est un groupement foncier forestier. Donc, c'est comme pour le GFA, une société civile particulière, puisqu'elle est à la fois régie par les dispositions du Code civil et dans ce cadre-là, par les dispositions du Code forestier. Donc là également, il y a des nouveaux objectifs. Donc c'est au service de l'exploitation sylvicole et avec également l'objectif de conservation et de développement de la forêt privée. Pour le capital social du GFF, donc il faut un capital social. Comme pour le GFA, il n'y a pas de minimum et pas de maximum. Les apports peuvent être des apports en numéraire ou en capital immobilier. Quand c'est un apport en immobilier, il faut que ce soit des forêts, des bois ou des terrains à boiser. Comme pour le GFA, les apports en industrie sont possibles, mais n'entrent pas dans le capital social.
Donc, on peut apporter des forêts, des bois ou des terrains à boiser, mais on peut également inclure dans les apports immobiliers les accessoires ou dépendances, par exemple, si on a une maison forestière à côté de la forêt ou un terrain de garde ou encore un étang. Par contre, si on apporte ces accessoires, il faut que, on doit faire une déclaration auprès de l'autorité administrative. De même, s'il y a des terrains pastoraux à côté de la forêt, on doit faire une déclaration auprès de l'autorité administrative pour les apporter au GFF. Dans un GFF, on peut avoir des personnes physiques ou des personnes morales. Donc là, il n'y a pas de limitation. Ça peut être une société qui est associée d'un GFF, mais il faut qu'il soit propriétaire de bois ou de forêt. Et il y a également certaines collectivités qui peuvent être associées des GFF, les régions, les collectivités territoriales ou les départements. Alors, quels sont les avantages fiscaux qu'offre le GFF? Alors, si on fait un parallèle avec tout à l'heure le GFA, pour les GFF, on va aussi avoir des exonérations de droits d'enregistrement dans le cas où on a des apports d'immeubles qui donnent du coup lieu à une attribution de part sociale. Lorsqu'on a par contre un apport d'immeuble à titre onéreux, donc c'est-à-dire avec l'apport du passif, en principe, on devrait être soumis au droit de vente d'immeuble, mais on n'y est pas dans le cadre du groupement forestier. Pour ce qui est maintenant des cessions de parts, donc pareil, on a un droit d'enregistrement fixe. Donc ça, pour les GFF qui sont constitués de plus de 3 ans, on aura du coup le droit d'enregistrement fixe de 125 €, quel que soit le prix de la cession de parts. Voilà, si on vend un départ de GFF pour 2 millions d'euros, la cession de parts ne sera soumise qu'au droit fixe de 125 € si on a bien plus de 3 ans du GFF. Si ce n'est pas le cas et qu'on est en dessous des 3 ans pour la détention des parts, donc on aura un droit d'enregistrement de 5%. Pour ce qui est de la taxe foncière, donc on a aussi des minorations de taxes foncières sur les terrains boisés. Donc les terrains boisés, ils sont classés dans des matrices cadastrales. Chaque effectivement GFF peut demander à avoir sa matrice cadastrale et elle est renouvelée tous les ans, cette matrice cadastrale. Dans ces matrices cadastrales, on va trouver le classement de chaque bois en futaie, en bois taillé, en peuplier, en résineux, etc. On va retrouver toutes les essences. Et selon le classement, en fait, on va avoir des exonérations de parts communales et intercommunales de taxes foncières. Donc, les durées d'exonération, elles sont les suivantes. Par exemple, pour les peupliers, on a 10 ans d'exonération. Pour les résineux, 30 ans. Pour les feuillus, 50 ans. Donc là, ça va vraiment dépendre des classements selon lesquels est faite la matrice cadastrale. Et selon ça, effectivement, on aura des minorations de taxes foncières. Donc, il ne faut pas hésiter effectivement à consulter cette matrice cadastrale et à vérifier que cela corresponde bien effectivement à ce qu'il y a dans la forêt détenue. Quels sont les autres avantages fiscaux? On a aussi des exonérations de droits de mutation à titre gratuit. Lorsque l'on va faire une donation, on va effectivement bénéficier aussi d'un abattement de 3/4 de la valeur de la forêt ou des parts de la forêt en GFF. C'est l'abattement qu'on dit monichon. Pour ça, effectivement, pour bénéficier de ces 75% d'abattement, il faut avoir un certificat de garantie de gestion durable que nous fournissent les DDT. Il faut aussi s'engager dans des contrats de gestion durable, de garantie de gestion durable, donc pendant 30 ans. Et puis, il faut refaire tous les 10 ans le bilan décennal, donc de la gestion durable. Donc là, effectivement, il y a des engagements importants à prendre, mais qui permettront effectivement ces abattements de 75% pour la donation, la transmission à titre gratuit. On va aussi avoir des conséquences en cas de non-respect de ces engagements dont on vient de parler. Donc, si l'engagement de conservation et de gestion durable n'est pas maintenu, on va reprendre en fait les droits, on va dire, et on aura donc une majoration de 30% de la réduction si le manquement est constaté avant l'expiration de la 10e année. Si par contre c'est avant la 20e année, donc là ce sera une réduction on sera rappelé sur 20% de la réduction consentie. Et si c'est avant la 30e année, puisqu'on avait un engagement de 30 ans,
ce sera de 10%. La reprise de droit, ce sera de 10%. L'engagement, par contre, si on ne le respecte pas que sur une partie, en fait, le GFF peut détenir diverses terres sur diverses communes, par exemple, et si on n'a vendu qu'une partie, on ne reprend que sur la partie qui a été vendue. Donc, sur les autres, l'engagement est maintenu et il ne se passe rien. Et l'État, bien sûr, a une hypothèque légale sur les biens, donc il se fera payer en priorité de toute façon. La taxation, alors des revenus du GFF maintenant. On a parlé tout à l'heure des revenus du GFA, qui étaient des revenus fonciers en général lorsqu'il est non exploitant. Pour ce qui est du GFF, le propriétaire, lui, doit déclarer ce qu'on appelle le forfait forestier. Alors, le forfait forestier, en fait, ça se base sur la matrice cadastrale, dont on a parlé tout à l'heure avec la classification des bois, où, en fait, le Trésor public nous donne le montant du revenu qui est estimé, en fait, sur les parcelles. Et donc, on va avoir toutes les parcelles qui vont être recensées et on aura au cumul le montant du forfait forestier que la personne doit déclarer directement sur sa déclaration de revenus. Alors, ça correspond pas du tout avec les ventes de bois, puisque l'activité d'un GFF consiste principalement à vendre du bois et à maintenir en état sa forêt. Même si on a des ventes de bois, par exemple, de 100 000 € dans l'année, le forfait forestier, lui, ne tiendra pas compte de ces ventes de bois. Il sera juste fixé par rapport au forfait forestier que vous allez retrouver sur la matrice cadastrale. Donc, il faut savoir que ce sont des montants très faibles en général. Je dis n'importe quoi, mais peut-être qu'il aura vendu 100 000 € de bois et au final, il ne devra déclarer que 2 000 € sur sa déclaration de revenus. Donc là, c'est vraiment un différentiel par rapport à tout autre type de société, parce qu'on ne va pas prendre en fait les produits moins les charges, etc. pour avoir un résultat. On se fixe uniquement sur la matrice cadastrale. Voilà, et on s'arrête là. Qu'il y ait ou pas des ventes, les années où il n'y aura pas de vente, on aura aussi un résultat déclaré, alors que les années où on a beaucoup de ventes ou énormément de ventes, on aura toujours un très petit résultat à déclarer. En ce qui concerne aussi le GFF, on a aussi souvent d'autres revenus qui sont les locations de droits de chasse. Alors, les locations de droits de chasse, eux, n'entrent pas dans le forfait forestier. Donc, si vous avez effectivement des locations de droits de chasse, il va falloir les déclarer en revenus fonciers. Donc là, effectivement, comme si on était dans le cadre d'un GFA, par exemple, qui loue des terres ou d'une location de maison nue, on va déclarer les droits de chasse en revenus fonciers. Et par contre, sur le droit de chasse, il n'y a jamais de TVA. Donc voilà, c'est bien une facture, mais qui est hors TVA, même si le GFF a opté à la TVA. Donc ça, c'est deux choses totalement différentes. On a le régime fiscal et on a aussi le régime TVA. Donc effectivement, le GFF peut être à la TVA, mais il ne facturera pas de TVA sur le droit de chasse. Les revenus donc tirés de la location de terrains de bâtiments de droit de chasse donc, doivent être déclarés, eux, par chacun des associés, que ce soit pour le forfait forestier, que ce soit pour le revenu foncier, puisque le GFF, lui, est à l'impôt sur le revenu. En tout cas, c'est celui-là qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, puisque c'est celui qui permet d'avoir des avantages fiscaux. Un GFF à l'IS n'aurait pas d'avantages fiscaux. Le GFF et l'IFI. Donc là, on peut avoir aussi une exonération totale d'IFI pour les parts de GFF si la personne détentrice des parts détient moins de 10% du capital du GFF. Il n'y a pas de limite de conservation de parts ni de montant. C'est juste une déclaration des parts et c'est juste que si on a moins de 10%, on peut avoir une exonération totale. Si on a plus de 10% des parts, alors on a 25% de la valeur globale des parts qui devront être déclarées au titre de l'IFI. C'est-à-dire qu'on a aussi ici un abattement de 75%. Voilà, donc si je détiens plus de 10%, j'ai le droit à l'abattement 75%. Si je détiens moins de 10% des parts, je suis totalement exonérée. Par contre, pour l'abattement de 75%, les parts du GFF doivent être acquises à titre onéreux et détenues depuis plus de 2 ans.
Le GFF permet aussi d'avoir des crédits d'impôt. Alors, antérieurement, on avait des réductions d'impôts. On a maintenant des crédits d'impôt, notamment pour la souscription de parts de groupements forestiers. Alors, cette souscription, elle va nous permettre d'avoir un crédit d'impôt à hauteur de 25% de la souscription, mais par contre, dans la limite de 6 250 € par personne. C'est-à-dire que le montant de souscription qui va être retenu, si vous investissez par exemple 15 000 € par personne, le crédit d'impôt ne se basera que sur 6 250 €, donc avec un maximum de 1 562 € de crédit d'impôt par personne. Donc si vous êtes un couple, à ce moment-là, on sera sur une base de 12 500 € et donc un crédit d'impôt de 3 125 € maximum. Les autres crédits d'impôt, donc on vient de voir tout de suite donc pour l'acquisition. On peut avoir aussi des crédits d'impôt pour les travaux que vous allez faire dans le GFF. Alors, avec des conditions particulières, hein, il faut avoir un document de gestion durable, etc. Il faut conserver les terrains, il y a aussi des engagements pendant 8 ans. Et il faut aussi conserver les parts. Donc ça, on pourra aller jusqu'à, pareil, un montant de crédit d'impôt de 25% qui sera à hauteur des dépenses jusqu'à 6 250 € pour les célibataires et puis à 12 500 € pour un couple. On peut aussi avoir une petite partie aussi de crédit d'impôt sur de l'assurance, sur des contrats d'assurance de la forêt qui doivent contenir donc des risques comme la tempête et l'incendie. Dans ce cas-là, on aura un crédit d'impôt à hauteur de 76% dans les mêmes montants que je vous ai cités tout à l'heure, donc les 6 250 € et les 12 500 €. Merci Muriel. On va maintenant aborder une autre possibilité d'investissement de foncier, une autre solution de constitution de société. Et je vais laisser maintenant la parole à Monsieur de Mascuro. Oui, bonjour, merci. Bonjour à toutes et tous. Merci encore à l'équipe Contacom et GKAgri pour cette invitation à cette présentation d'une alternative à des dispositifs tels qu'un GFA ou un GFF. Cette alternative a en commun dans l'ensemble de vos présentations d'être des supports à la conservation et à l'aide à la conservation d'une exploitation agricole. Alors, voilà, donc nous, pardon, excusez-moi, si on peut revenir, donc en matière d'alternative, donc c'est la proposition qui est faite de participation de foncières pour beaucoup sur le marché, pour certaines toujours qui vont se porter comme étant des foncières solidaires, pour porter donc de la terre agricole sous 3 formes de portage principaux, que sont le portage foncier temporaire, le portage foncier de carrière et le portage foncier cessible. On va retrouver des éléments de votre présentation en matière de GFA, à savoir, est-ce qu'on est sur des investissements court, moyen terme ou long terme, et beaucoup de définitions sur le long terme. Donc, le portage foncier temporaire, vous allez retrouver ce type de portage sur, par exemple, les SAFER qui font du portage foncier temporaire, des sociétés parfois émanantes de banques comme Volney Bocage, Sterter Agri, ou voire même des collectivités territoriales comme des régions aujourd'hui se portent participantes à des foncières de portage foncier temporaire. Dans tous les cas, si on a un contrat et un bail rural qui lie cette foncière avec l'agriculteur, qui est un bail rural long terme, le dispositif du portage, lui, a pour finalité de durer 5 ans, voire 5 ans renouvelables une fois. Donc, bien faire la dissociation entre ce qui est l'outil juridique du lien entre l'agriculteur ou l'exploitation et le bailleur, qui est la foncière solidaire, qui est un outil juridique long terme, mais avec une finalité, malgré tout, de rachat
par l'agriculteur auprès de la foncière sur du court moyen terme. Ensuite, vous allez avoir le portage foncier de carrière. Alors là, c'est vraiment l'outil qui va être appliqué, c'est un bail rural très très long terme, puisqu'il existe même une notion de bail rural de carrière dans le cadre du code rural, ou renouvellement 9 ans. Mais dans tous les cas, donc la finalité est en quelque sorte de sanctuariser la terre agricole dans la relation entre l'exploitation agricole et le bailleur. Et quand on parle de sanctuarisation, c'est effectivement sur du très très long terme, voire pendant toute la carrière de l'exploitant agricole, la foncière agricole va rester propriétaire de la propriété intégrale et l'agriculteur rendra en quelque sorte les clés de l'exploitation à quelqu'un d'autre sans avoir valorisé en quelque sorte son outil de travail. Et puis la troisième forme de portage, donc c'est le portage foncier cessible. Vincent l'a évoqué lors de sa présentation, notamment à travers le bail cessible, autorisé par la loi de modernisation et d'orientation agricole du 5 janvier 2006, qui ni plus ni moins permet l'application d'un bail que vous connaissez peut-être déjà dans la filière industrielle ou commerciale ou des commerces, qui est le bail commercial. Donc c'est l'application de la relation entre un agriculteur et une foncière du dispositif du bail commercial, une fois de plus. Donc on va séparer, en quelque sorte, dans la propriété, on va séparer de ce qui est du droit d'usage, le paquebot, le fonds de commerce, avec le reste de la propriété. Chez Terrafin, Foncière Solidaire, on aime bien parler immédiatement de partage de valeur entre l'agriculteur et la foncière solidaire, à savoir que la foncière solidaire va acheter le sous-sol, en quelque sorte, et l'agriculteur va conserver le droit d'usage, la propriété réelle d'usage de la surface agricole utile. Sachant que la libéralité très très forte de ce type de portage foncier dit cessible est que l'agriculteur, l'exploitation agricole, conserve la pleine et entière liberté du dénouement de la proposition qui lui a été faite de ce bail cessible. Je m'explique. À tout moment, le locataire, qui est l'agriculteur, l'exploitation agricole, peut décider ou non du rachat de la propriété intégrale qui est portée par la foncière. Il n'y a pas de notion de temporalité dans ce bail. Vincent l'a évoqué, c'est un bail 18 ans juridiquement renouvelable, mais dans les faits, il est ad vitam aeternam, c'est bien l'agriculteur qui décidera du dénouement. Étant entendu que ce qui va également prévaloir dans la relation entre l'agriculteur et la foncière solidaire et les investisseurs qui sont la foncière solidaire, c'est la notion très entrepreneuriale de cette proposition de valeur de bail, puisque, bien vu, on sépare tout de suite des valeurs de propriété sur la terre agricole, et l'agriculteur a bien ce droit de propriété d'usage, donc tout ce qui est amélioration des sols, c'est lui qui va en conserver les fruits. En résumé, donc, je ne sais pas si on peut passer la diapositive d'après, c'est à moi de le... Voilà. Donc, en résumé, c'est ce que je vous ai expliqué. Hein. Vous avez des logiques de portage foncier, d'aide à conserver la terre agricole et l'aide à l'exploitation, des logiques très collectivistes, des logiques capitalistiques et des logiques plutôt très, très entrepreneuriales, comme le propose Terrafin. Je crois que c'est ce que je viens de vous exposer. La proposition qui est faite à travers cette foncière solidaire, c'est la capacité qu'ont des investisseurs de rentrer dans de l'achat de terres agricoles à partir de 1 000 €, donc des petits tickets, puisque en fait, vous allez acquérir de la terre agricole à travers l'acquisition de titres de valeur mobilière au sein de la foncière, soit d'abord dans un premier temps des parts sociales, vous allez devenir associé de la foncière solidaire, et puis ensuite des titres participatifs rémunérés. L'ensemble de ces titres va ouvrir un droit
à la réduction d'impôt. Muriel faisait le clin d'œil tout à l'heure de la petite différenciation entre crédit d'impôt et réduction d'impôt. Là où en GFF, il y avait autrefois la réduction d'impôt, c'est passé en crédit d'impôt. Eh bien là, dans le cadre de vos apports au sein de la foncière solidaire avant le 31 décembre, vous enregistrez une réduction d'impôt possible sur le montant investi de 25%. J'investis 10 000 € dans de la terre agricole sur la foncière solidaire Terrafine, je paye 2 500 € d'impôt. En 2025, sur mes revenus 2024, je vais effacer mon impôt. Étant entendu que, bien vu, 100% le premier engagement de la foncière, c'est que 100% des fonds vont être réinvestis dans de la terre agricole, et tout ça dans un cadre d'entreprise agréée d'État, entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc, à travers ce petit schéma, vous voyez, c'est la proposition de rencontre entre un collège de financeurs citoyens et un collège de bénéficiaires agriculteurs autour d'une foncière avec, c'est vraiment, on est sur une alternative au GFA avec ni plus ni moins, là on confie une partie de son épargne à travers cette foncière solidaire et on se donne rendez-vous dans 7 ans puisqu'il va falloir conserver ces titres pendant 7 ans pour ne pas être rattrapé en matière d'avantage fiscal. Dernière petite nuance, effectivement, là aussi, une exonération possible à l'IFI sur les montants investis. Je peux être aussi bien investisseur en qualité de personne physique qu'en personne morale, et dans tous les cas, effectivement, une exonération possible à l'IFI. Eh bien, merci pour cette présentation. On va vous soumettre également un questionnaire de satisfaction que vous allez pouvoir retrouver dans le chat. Voilà, ça nous permettra d'avoir un petit peu vos retours, votre feedback. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre à répondre à votre questionnaire. Vous pouvez suivre évidemment l'ensemble des webinaires sur notre site www.comptable.com/bw. Et si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à y répondre, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions. Voilà, on peut avoir ce petit temps d'échange. Je vais pouvoir afficher certaines de vos questions. On a une personne qui nous dit, pour le GFF, pour un cas optimisé, 1, achat 25% de crédit d'impôt, 2, en exploitation de revenus, forfait faible, 3, à la vente, 125 €, 2 frais. Cela semble simple. Quels sont les risques? Alors, je ne sais pas s'il y a une personne qui veut prendre la parole, peut-être Muriel ou Vincent, votre micro est coupé. Oui. Oui, je vais prendre la parole, Stéphane. Merci. Quels sont les risques d'un GFF? Il n'y en a pas forcément, si ce n'est les incendies. Peut-être, c'est le plus gros risque, à mon avis. Mais sinon, il n'y en a pas forcément, effectivement. C'est un investissement pour l'avenir. C'est ce qu'on préconise, effectivement, pour la transmission. C'est le meilleur outil de transmission, en fait. Très bien, merci. On a une deuxième question. Est-ce que le groupement foncier rural familial bénéficie des mêmes dispositions que le GFF pour les forêts ou le GFA pour les terres agricoles? Je réfléchis avant de répondre oui, non. En matière de capital social, oui. En matière d'exploitation agricole, dans le cas d'un GFR, on peut avoir bien sûr l'exploitation d'une forêt, d'un bois. Et en même temps, dans le cas du GFR, on peut avoir l'exploitation de terres, donc avec une production de culture. Donc, on ne sera pas dans un GFA loueur, mais plutôt, si on a à faire un parallèle, plutôt un GFF ou la GFR exploitant. Et donc, on va avoir une activité agricole classique soumise à l'impôt sur le revenu hors option à l'impôt sur les sociétés. Et on a les mêmes avantages sur le plan de la fiscalité, donc du revenu, que le GFF sur la partie des terres boisées. À la fois sur l'imposition en termes donc de revenus agricoles, pas d'imposition des vrais revenus,
pas de déduction des vraies charges, mais imposition au revenu cadastral. On va avoir également les avantages au regard de la taxe foncière, donc exonération de taxe foncière pour les terres boisées. Muriel, je ne sais pas si tu as des choses à compléter. Après, on essaye effectivement plutôt de séparer les structures en général, parce qu'effectivement, vous savez qu'il peut y avoir des remises en cause, on en a parlé tout à l'heure, et si on met tout dans des mêmes structures, les remises en cause sont plus faciles, entre guillemets, pour l'État. Donc on essaye souvent plutôt de différencier les choses et de mettre effectivement purement des terres dans un GFA et purement des bois dans un GFF, plutôt que de tout regrouper au sein de même structure. Merci. Très bien, merci pour ces réponses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On regarde un petit peu dans le chat, hein, n'hésitez pas à poser vos questions, c'est le moment. N'oubliez pas voilà, vous avez le QR code qui apparaît à l'écran, vous pouvez le scanner avec votre téléphone et nous faire des remarques aussi, éventuellement des axes d'amélioration, ce genre de choses. On va avoir une semaine bien chargée en termes de webinaires. Voilà, on est à la première journée aujourd'hui. N'hésitez pas à aller faire un tour sur l'agenda s'il y a d'autres webinaires. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous. Si vous avez de la famille, des amis, des personnes qui sont susceptibles aussi d'être intéressées par ces sujets. Le webinaire vous sera envoyé en replay, donc vous allez pouvoir aussi le consulter de votre côté. Alors, on a une question de Alain, donc qui nous dit: «Pouvez-vous transmettre le support de présentation?» Eh bien oui, tout à fait. Alors, on ne va pas vous transmettre le support, par contre, on va vous envoyer le replay avec la vidéo, donc vous pourrez accéder à tout ce qu'il y a eu aujourd'hui, donc c'est sensiblement, la même chose. Et et puis, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clore ce webinaire. On vous remercie pour votre participation. Je remercie aussi également tous les intervenants ici présents et pour toutes ces informations qui ont été délivrées, l'équipe GKGRI ainsi que l'équipe de Terrafine, voilà, qui a participé avec nous à ce webinaire. Et puis, bah, moi, je vous donne rendez-vous demain pour d'autres webinaires et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.